C'est le fils du préfet! Ça m'a échappé. Je vous avais déjà parlé de ce que j'appelais mon âge d'or. Mon âge d'or, qui était l'âge d'or de toute une génération en fait. Peut-être la vôtre, à savoir les années 97 à 2001. Sur tous les plans, c'était les années à vivre. Séries télé, Buffy contre les vampires commençait, X-Files se cartonnait, Urgence était à son sommet, Une nounou d'enfer, Notre belle famille, Stargate SG1. Ces séries ont bercé plusieurs générations. Jeux vidéo, PlayStation contre Nintendo, l'arrivée de la 3D, c'était une vraie claque, avec les sorties des Resident Evil 1, Resident Evil 2, Tomb Raider 1, 2, 3, des Final Fantasy 7, 8, 9, ou de Mario 64, Zelda Ocarina of Time, GoldenEye, etc. Et en ce qui concerne le cinéma, que ce soit international avec Alien la Résurrection, Titanic, ou que ce soit dans notre cinéma hexagonal, avec les Taxi 1, Taxi 2, et toutes les productions Besson de l'époque, qui soufflaient un vent de fraîcheur dans nos salles, avec des films efficaces, rapides, fun, débridés et rassembleurs. Alors attention, ça plaît pas à tout le monde. Bonjour au passage. C'est un sujet sensible quand on parle de films calibrés pour la banlieue, avec des musiques instrumentales mais sur des rythmes entre le rap et le hip-hop, avec des jeunes acteurs qu'on lance et que l'on pourrait qualifier de issus de l'immigration, comme dans Taxi avec Samina Seri ou comme dans Yamakasi, un Robin des Bois des temps modernes avec cette histoire d'acrobates volant les riches pour les donner aux pauvres. Cela avait fait polémique à l'époque, et cela reste un sujet sensible sur la chaîne, on l'a déjà vécu. En tout cas, je l'ai vécu quand j'ai fait des vidéos sur les 5 taxis. Il y a une partie infime des abonnés, et de la population surtout, qui sont anti-production Besson, anti-banlieue pour ne pas dire autre chose. Et des films comme Wasabi, le sujet du jour, n'avaient, pour eux, aucune chance. Et pourtant, n'en déplaise aux grincheux, ce film était bon. En tout cas, j'ai en parlé en bien. Vous êtes ici pour le travail ou pour le plaisir? Ni l'un ni l'autre. Mais ce qui est intéressant surtout avec ce film, c'est son tournage, qui est très particulier. Et je suis là pour vous raconter, ou pour vous rappeler, pour ceux qui savent déjà, cette histoire. Miko, attendez, t'étais accro, un vrai caniche. Les mortières, maman. Donc deux parties à cette vidéo, comme d'habitude, le tournage de Wasabi, puis ensuite seulement mon avis. Si le programme vous convient, et si la vidéo vous plaît, pensez à le dire en mettant un like, c'est gentil à vous, dans l'idéal un commentaire pour que YouTube détecte qu'il se passe quelque chose sur cette vidéo, et si vous savez pas quoi dire, voici de quoi vous inspirer. Et ça ira très bien. On est parti pour Wasabi. Parler de Wasabi, c'est parler d'EuropaCorp, anciennement Lilou Productions, connu à l'époque pour avoir produit les premiers taxis, mais qui produisait ou coproduisait également des films à l'international. Mais n'en déplaise encore à certains, avec les 6,5 millions d'entrées de Taxi 1 ou les 10 millions de Taxi 2, c'est tout un genre de cinéma décomplexé, semblable à ce qu'on a pu connaître dans les années 70 avec les Charlots, mais remis au goût du jour qui balayait tout sur son passage. Et celui qui tire son épingle du jeu à ce moment-là, c'est Gérard Krakzik, assistant réalisateur sur Taxi 1, réalisateur sur Taxi 2, l'opus le plus populaire, à qui Luc Besson confie les rênes du projet Wasabi, un petit scénario qu'il a écrit dans son coin en quelques jours à peine. Honnêtement, parce que je suis toujours honnête avec vous, en ce qui concerne Taxi 1, 2, 3, 4, même 5, ou Wasabi, ou Yamakasi, c'est pas les scénarios qui sont importants, on est d'accord que c'est très basique. En tout cas, c'était pas les points forts des films, mais l'intérêt ou les intérêts étaient ailleurs. T'as pas perdu la main, hein. Je te laisse 5 minutes et tu t'es déjà levé de petite. C'est la fille de Miko, abruti. A priori, c'est la mienne aussi. Elle est bien gaulée, quoi. Doté d'un budget confortable pour l'époque de 15 millions de dollars, alors que Taxi 2 en avait coûté moins de 11, Gérard Krakzik emmène une partie des seconds rôles de Taxi 2 dans ce nouveau projet. Que ce soit Hirta Aruriko, le ministre japonais de Taxi 2 qui pourtant n'est pas un comédien, il est dans le tourisme, mais qui parle français. Yumi, c'est pas de façon de parler à son tuteur. Ou Yoshida Oida, qui jouait le chef des Yakuza de Taxi 2 qui enlève le ministre. Ou encore, et c'est plus remarqué, Michel Muller, le passager de Daniel au début du film. Michel Muller que justement j'avais remarqué dans Taxi 2 au début, dans la course de Daniel où il ramène une femme enceinte et son mari, c'était lui. Pourquoi il y a tant de monde au bord de la route? C'est normal ça, monsieur, c'est les vacances, hein? Et même dans le premier Astérix, je trouve qu'il existe vraiment dans une seule scène. Je trouve que le passage des impôts est plutôt bon, en tout cas on remarque cet acteur. Il servira à construire des routes, à entretenir une armée pour vous protéger de vos ennemis et à combler le trou de la sécu. Il a un visage, tu passes pas à côté, il est reconnaissable, donc ça faisait plaisir de le voir dans un grand rôle. En tout cas dans un rôle plus important. Tu peux aller pisser? Non. Je vais me faire dessus. Ouais. L'objectif est clair avec ce film, suite au petit succès de Taxi 2 au Japon, séduire ce marché potentiellement intéressant et juteux
en utilisant la popularité de Jean Reno chez les Japonais, en la combinant avec la popularité de Ryoko Hirosu, véritable star à l'époque au Japon, surtout dans la chanson, en étant seulement au début en ce qui concerne sa carrière au cinéma. Clairement, c'est comme le coup de la chinoise dans Star Wars 8. Je me rappelle plus son nom et certainement rien, qui dans le 9 a complètement été balayé. Je sais même pas pourquoi je parle de ces films, ils ont pas existé. Mais c'était un pur coup marketing. En tout cas pour Star Wars pour atteindre le marché chinois, et ici pour caresser dans le sens du poil le marché japonais, avec Jean Reno qu'il connaissait très bien, et Hiroko Hirosu que les Japonais adoraient à l'époque. Ça ne pouvait au moins qu'attiser la curiosité. Et puis en ce qui concerne l'histoire, en ce qui concerne le tournage, bon, on se démerdera sur place. Ce qui nous emmène à la partie la plus intéressante de la vidéo, son tournage, et vous n'êtes pas prêts. Alors, avant de parler du tournage, un petit aparté. J'ai vu ce film au cinéma à l'époque, et j'en ai un très bon souvenir de cette séance, parce que j'étais très bien accompagné, elle se reconnaîtra. Mais en ce qui concerne le film en lui-même, il m'avait mis sur le cul. Il avait vraiment l'air d'avoir été tourné au Japon, ce qui était ultra rare. Ce qui est le cas. On aurait vraiment dit, même si je pensais qu'il faisait semblant, qu'on voyait bel et bien Jean Reno dans un vrai aéroport à Tokyo. C'est en partie le cas. On aurait vraiment dit qu'on voyait vraiment, j'insiste là-dessus, Jean Reno et Michel Muller dans les rues de Tokyo. Et je me disais, combien de centaines de milliers de figurants ils ont payé pour obtenir ces plans-là. Des plans avec le métro sur le dessus, puis les voitures, les passants, puis Jean Reno, c'était incroyable. C'était incroyable, surtout en 2001, pour un petit, en tout cas ce qu'on imaginait être un petit film français, et c'est toujours impeccable de nos jours, d'ailleurs, quand tu regardes le film, il a bien vieilli, même si quand on creuse et qu'on voit la manière dont ils s'y sont pris, ou avec laquelle ils s'y sont pris, je préfère dire les deux, parce que maintenant il y a des puristes de la langue française parmi vous, je préfère me couvrir, parce que je pense que les deux se disent. On dit pas moyenâgeux, on dit médiéval. Je vous jure, c'est écrit. Mais 98% de vos commentaires sont bienveillants, et vous êtes des amours. C'est juste que... Bon, on y retourne. Bref, cet aparté pour introduire la partie tournage, l'envers du décor, car quand on regarde le film, on pourrait se dire que c'est le film le plus riche de l'histoire du cinéma français. Moi qui étais à Los Angeles récemment dans les studios de tournage de la Warner, de Paramount, de Sony, j'ai vu de près tous ces studios, tous ces plateaux qui tournent, les uns se succédant aux autres, tous ces films tournés aux mêmes endroits dans des décors extérieurs qui sont les mêmes depuis 40 ans. Avec juste des rideaux aux fenêtres ici et là, tout était fait pour minimiser les coûts et faire semblant d'eux. Faire semblant au maximum, prétendre être à Chicago ou San Francisco alors qu'on est à Los Angeles, tout était reconstitué par souci d'économie, et surtout pour le côté pratique, de ne pas tourner dans des vraies villes, mais dans des villes reconstituées, pour éviter de bloquer des circulations et de demander des autorisations en tout genre. Croyez-moi, on a beau le savoir, voir ça de près, c'est assez froid. Alors que ici, dans Wasabi, tout avait l'air tellement vrai. Et pour cause, tout était vrai. Bon, presque tout, pas les balles de golf. Mais à l'époque, en 2001, j'y ai vu que du feu, et depuis, jusqu'à ce que je creuse le film, j'avais toujours un doute. Jean Reno avait-il réussi à faire ce coup-là? Autant vous le dire tout de suite, non. Mais pour le reste, encore une fois, vous n'êtes pas prêts. Mais je me disais quand même, au cinéma, et puis depuis, à chaque fois que je regarde le film, les moyens qu'ils devaient avoir pour se payer des rues entières de figurants, les moyens pour bloquer un aéroport pour pouvoir tourner dedans, ou alors reconstituer des décors d'aéroport dans un studio. Ils sont petits nos studios, hein. Quel naïf. Le film est comme très souvent tourné en alternance entre les studios en France pour des scènes en intérieur, ou parfois dans des lieux suffisamment grands réservés à la production comme le crématorium, qui n'en est pas un, ou le centre commercial qui avait réellement été réservé de nuit, et les scènes extérieures sont tournées au Japon, à Tokyo mais pas toujours, ou parfois dans des lieux réservés tels que le practice de golf, qui n'était pas dans Tokyo mais autour, et qui était réservé plusieurs nuits, ou comme dans le centre commercial, le lieu de la meilleure scène du film, qui avait réellement été réservé cette nuit-là, et dans lequel ils ont pu engager de véritables figurants qu'ils ont pu, cette fois-ci, contrairement à la suite du film, contrôler. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi, c'est la meilleure scène du film. Meilleur du film, et pour cause, ces plans-là ont tous été tournés par Luc Besson qui était présent. Alors attention, respect à Gérard Krakzik, qui est un réalisateur efficace. Ses plans sont certes convenus, mais ils sont efficaces, le montage est toujours effréné. On dirait un Jean-Marie Poiré dans le style... Oh Hubert Hubert Oh Hubert Oh Hubert Laisse-moi te regarder. Il gère très bien les scènes d'action, parfois même la comédie. En tout cas dans Wasabi, je trouve que c'est son meilleur parce qu'il gère les deux. Mais Luc Besson, s'il vous plaît. Luc Besson, réalisateur. Ce n'est pas la même chose que Luc Besson, producteur. Histoire qu'on se mette d'accord. Et pour toutes les prises en extérieur, Luc Besson et Gérard Krakzik vont découvrir que les autorisations de tournage au Japon ne se demandent pas à une mairie, à un département, à une région, à une entité, mais les autorisations se demandent aux propriétaires directement. Si vous tournez dans une rue,
Chaque bout de trottoir appartient à la maison qui a en face de cette partie de trottoir. Donc il faut demander l'autorisation sur 100 mètres à 30 propriétaires. Et s'il y en a un qui refuse, vous n'avez pas le droit de tourner. Et quand vous avez l'autorisation des 30 propriétaires, vous n'avez pas le droit de bloquer, même 30 secondes, la circulation. Tourner sans autorisation va impliquer d'avoir une équipe réduite pour ne pas se faire trop remarquer, un matériel également limité, afin de pouvoir dégager très vite, si jamais ils étaient repérés. Normalement, quand on fait les choses bien, on doit bloquer la circulation. Les fausses voitures qui sont là sont conduites par des professionnels pour qu'il n'y ait pas d'accident, et pourtant ça arrive quand même, on l'a vu. Les passants sont des figurants et sont payés pour être là. En faisant ce genre de choses, puisqu'ils sont payés pour, ça leur évite de regarder la caméra. Regarde la caméra, dis regarde la caméra. En étant surpris de voir un tournage en direct et de voir Jean Reno. Ça aurait évité ce genre de plan. On va y aller à pied, c'est pas loin. Tu veux pas plutôt prendre un taxi? Je suis fragile à ce moment, je ne veux pas me contraquer. Ça allait jusqu'à cacher la caméra dans une caisse afin de filmer Jean Reno débarquer de son avion à l'aéroport à Tokyo. D'ailleurs, si vous êtes attentif, sur cette partie-là, pendant quelques secondes, c'est tourné un peu à l'arrache. Je pense que à l'arrache, c'est le mot qui va revenir souvent dans cette vidéo. Un peu à l'arrache, certes, mais le passage hilarant en douane a bel et bien été tourné en France à Roissy, car les dialogues cultes entre Jean Reno et le douanier ne pouvaient pas s'improviser. Monsieur, vous arrivez d'où, s'il vous plaît? De l'avion. Vous devez être français pour avoir le sens de l'humour aussi développé. Cette scène nécessitait de vraies prises, plusieurs essais et donc un vrai travail. L'abréviation pour Charles de Gaulle Paris. Oui, j'ai non seulement le sens de l'humour, mais j'ai aussi le sens de l'observation. Franchement, je défie quiconque, y compris les grincheux du fond de la salle là-bas, du fond de la classe, de ne pas être au minimum amusé de la répartie de Jean Reno dans ce film-là et dans ces extraits-là. Vous êtes ici pour le travail ou pour le plaisir? Ni l'un ni l'autre. Je crois que c'est un des meilleurs moments du film, celui-là. Toute la scène dans l'aéroport avec ce douanier, ça vaut de l'or. Dépêchez-vous, je suis pressé. Oula, il n'y a pas le feu. À égalité avec ce passage-là, Ah, c'est fou ce que vous ressemblez. Momo. Ah, votre mère. Vous connaissez maman? Non, pas du tout. Allez, on y va. tout simplement parfait. Contrairement à Dans tais-toi qu'on a fait la semaine dernière, là je le trouve complètement, non pas en forme, mais à fond dedans. En tout cas, j'ai l'impression qu'il se fait plaisir. Et elle sait que Miko, c'est sa mère? Momo, il y a des fois, t'es vraiment con, tu sais. Dans ton histoire, elle se complique toutes les 5 minutes. C'est normal que je m'y perde un peu. Malgré les conditions abominables du tournage, en tout cas très spartiates, j'ai l'impression qu'il sait ce qu'il fout là. Et qu'il maîtrise le rôle. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a raconté cette histoire de viol? Maman. Oh, il est gonflé. Enfin, je veux dire, il va fort. Faut dire, le film est créé autour de lui. Il s'appelle Hubert, comme cousin Hubert des Visiteurs, c'est un hommage. Il a quand même le même nez, le même front, non? Mais là, tu me montres une gravure d'il y a 900 ans. Faut parlera pas avec ton cousin Hubert. Et son patron s'appelle le Squall, comme son nom dans l'opération Corned Beef. Allez, Grouille, on n'a pas que ça à faire. Mais enfin. Même la photo qu'ils utilisent pour le voir jeune en tenue de militaire, c'est une photo qui a été reprise ou retouchée ou inspirée de ce qu'on a vu dans Corned Beef aussi. C'est une petite synthèse. Il y a même un peu de Léon dedans quand on y réfléchit, quand on voit le personnage de Jean Reno sensible avec les yeux pleins de presque de larmes hein, à plusieurs moments du film. Il se passe quelque chose dans le jeu de Jean Reno, dans Wasabi, qu'on ne trouve pas dans Tais-toi ou dans l'abominable Visiteur 3, La Révolution. T'as raison, il est pas terrible ce papier. On va en acheter un autre. Tourner à l'arrache en volant les plans, comme le dit si bien Gérard Krakzik, est une chose. Mais ça n'était pas la seule difficulté, car filmer sans autorisation n'était rien sans les foules de Japonais, non seulement fans de Jean Reno, mais également de Ryoko Hirosu. Et cela amenait plusieurs problèmes, les mouvements de foule et leurs envies de prendre des photos. Tout Japonais qui se respecte, ou Japonaise, a toujours un appareil photo dans sa poche. Ça, on ne sait pas d'où, même s'ils n'ont pas de poche, il y a un appareil photo qui apparaît, qui claque. Non, photo. Et ça, c'est assez pénible. Parce qu'on ne peut pas faire un pas sans qu'il claque, clic, claque, clic, claque. Photo, finish. Et à l'époque, on n'avait pas des portables pour prendre des photos de ce qu'ils nous chantaient. C'est bien connu que les Japonais ont des appareils photo tout le temps. Mais là, dans la rue, ils en avaient tous, tout le temps. Même quand ils en avaient pas, ils en avaient. Ne serait-ce que pour prendre une photo de Jean Reno. Comme quoi, le cliché des Japonais et des photos, c'était pas exagéré du tout. Et c'est vrai que les Japonais, a priori, sont pas habitués à des tournages, quoi. Donc les autorisations, c'est compliqué. Tourner dans la rue, c'est compliqué. Et Gérard et Luc, bah, ils volent les plans, c'est-à-dire que moi je les ai vus avec une caméra sur l'épaule, faire des signes de la main, parce qu'on voyait deux flics regarder la main de Gérard en disant « Tiens, qu'est-ce qu'il fait comme signe de la main ?» Ils voyaient Jean Reno de l'autre côté qui reconnaissait avec Ryoko, le temps qu'ils se disent « Tiens, il est en train de tourner, machin, pouf, c'était dans la boîte ».
D'ailleurs, on avait des consignes que si on nous refilait le magot, c'est-à-dire la bande, le film, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si on se faisait choper, ils nous filent le film et on allait le mettre sous le lit à l'hôtel, quoi. Donc c'est vrai que l'urgence dans laquelle on tournait est assez sympathique, quoi. Ce qui impliquait de planquer en permanence Jean Reno ou sa fille fictive à l'écran dans des voitures aux vitres teintées pour qu'on ne les voit pas, de les sortir au dernier moment, de les balancer comme ça dans la rue pour qu'ils puissent faire leur plan et hop 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 hop, il faut rentrer très vite parce qu'on va avoir des emmerdes. Et faire tout en une prise. Franchement, ça devait être stressant. Et pas dans un reportage. Dans un reportage, c'est différent. Vous êtes encore là, il fallait dire un texte, faut servir l'histoire, il faut que tout ça fonctionne, quoi. Et on a des plans magnifiques où il y a des milliers de figurants qui ne savent pas qu'ils sont figurants. Avec le métro qui passe, tout ça est coordonné et tout ça marche bien. Mais c'est vrai que c'était compliqué. Évidemment, dans n'importe quel film, tout ça est remis en scène. Là, c'est pas remis en scène. Tout le décor, il continue à vivre et on a nos acteurs au milieu de ce décor. C'est bien. C'est pas évident avec le pain. Ouais, ça c'est sûr. It's like in a documentary in Africa having catch the lion making love, you know? Heureusement, chaque scène, la plus infime qu'il soit, avait été répétée à Paris, reconstituant ce qu'ils allaient voir, comment il fallait se positionner les uns par rapport aux autres, par rapport aux caméras. Tout avait déjà été plus ou moins automatisé pour qu'ils n'aient pas à se concentrer là-dessus et juste jouer le moment venu, parce qu'ils n'avaient pas le temps de répéter les scènes dans la rue, fallait pas déconner. C'est vrai qu'avant, que ce soit avec Luc et Gérard, on a répété, mais aussi bien les mouvements, c'est qu'on prend... les répètes, c'est très concret. Tout d'un coup, on prend une banquette, on dit ça, c'est la voiture. Tu rentres là, tu fais tac, 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 on prend au steadicam, tac, tac, tu rentres là, non. Tu tournes de l'autre côté, on refait le mouvement. Et tant qu'on ne l'a pas fait, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on le sait tellement, c'est qu'on dépasse, on commence à retrouver une liberté parce qu'on n'a plus à penser. On n'y allait pas en disant tiens, on va voir comment on va sentir la scène aujourd'hui. On avait déjà vraiment bien... et chaque jour, on se voyait la veille au soir ou le matin pour répéter. Donc on était crevés, on est là, je dis, voilà, on le sait, ça, on répète. C'est des tueurs, hein, c'est des tueurs. Des tueurs de travail. Mais c'est ça qui est impressionnant et assez agréable en fait, c'est que force de bosser, à un moment donné, on retrouve un vrai plaisir sur le plateau parce qu'on n'a plus de soucis. On n'a plus qu'à jouer finalement, quoi. On n'a plus qu'à s'amuser, quoi. Donc gérer la foule, gérer les curieux, être mobile pour décamper très vite, tout faire en une seule prise au minimum possible avec des acteurs pourtant ultra connus, c'était compliqué. Mais c'était pas les deux seules difficultés du tournage. Il y en a une troisième, et pas des moindres. Ryoko, c'est une star au Japon, c'est une sorte alors, c'est une petite gonzesse comme ça qui devait parler français, qui connaissait pas un mot de français. Alors moi j'ai 3 mots à dire en japonais, j'ai dû mettre 2-3 bonnes journées à les dire à force d'exercices comme ça. Elle avait des tartines en français et c'est des japonais, donc elle bossait. Et avec un prof de français, tout ça, et puis à la fin, on la comprenait, quoi. C'est une vraie bosseuse, quoi. En effet, Ryoko est un rôle très important dans le film, avec beaucoup de dialogues et une palette d'émotions à dégager. Yumi est hyperactive, à fleur de peau, vulnérable, sensible, bavarde, une ado, quoi, mais elle devait tout jouer en français, une langue qu'elle ne parlait absolument pas. C'est une actrice surdouée, elle a 20 ans, elle a une présence incroyable et surtout, elle a fait un travail, mais vraiment là, parce que déjà, des fois on dit ah oui, moi j'aime bien travailler qu'un tel au cinéma, et on a l'impression que c'est pas du travail. Là, il y a un travail supplémentaire à celui d'actrice, c'est qu'elle ne parle pas français et elle joue en français dans le film. C'est-à-dire qu'elle a tout joué phonétiquement. Qui danse de la techno. Voilà, très bien. Oui. Super. Allez. Tourne. C'est vraiment un travail incroyable, quoi. Elle a pris par cœur le texte. Et là, j'ai un profond respect pour le travail de Ryoko. N'en déplaise à d'éventuelles mauvaises langues, je trouve que dans ce film, je n'ai pas trop vu ce qu'elle a fait par ailleurs avant ou après, mais dans Wasabi, elle abat
Un travail de dingue. Elle le regarde. Elle l'a fait d'ailleurs. Elle le regarde un tout petit peu plus longtemps. Un petit peu. Ouais. Demi-seconde. Demi-seconde. Un tout petit peu plus longtemps. Et c'est là où elle se met dans son... D'accord. D'accord. Hein? Même au-delà des mots, des dialogues qu'elle apprend phonétiquement et qu'elle répète, je trouve que son personnage est touchant. Elle aurait pu être très 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 énervante. Comme tigre, tigre. Voilà. Elle aurait pu ne pas assurer face à Jean Reno, je trouve qu'elle assure complètement, et je trouve qu'elle mérite de faire partie intégrale de l'affiche du trio, parce qu'on a vraiment 3 personnages touchants, intéressants, forts, et aucun ne bouffe la feuille de match de l'autre. Voilà, vas-y, respire. Wasabi, c'est tout ce qu'aime Gérard Krakzik. Et ce que j'aime également, à savoir de la comédie d'action mêlée à des sentiments. Et la partie action est bien fournie. Et le film amène plusieurs scènes délicates à tourner, qui amènent soit des effets visuels, la scène du golf notamment, et j'ai vraiment eu besoin de voir le making-of pour m'en assurer, même si au-delà de la faisabilité, peut-être qu'en 400 prises, cette scène était faisable, mais c'était surtout dangereux. J'en relève pas. Techniquement, ça nécessite de préparer pour que l'effet spécial soit réussi. Donc vous avez, en général, on fait un storyboard avant, le découpage. Moi, je montre aux gens des effets spéciaux quel plan on a besoin. Donc à ce moment-là, les gens des effets spéciaux viennent sur place. Et une fois que vous avez tourné vos plans, on fait ce qu'on appelle une pelure, c'est-à-dire qu'on reprend le même plan et lui fait passer, prend des références pour pouvoir après réincruster le mieux possible les choses qui vont être faites en images de synthèse. Et pour ça, on utilise des caméras à grande vitesse, parce que c'est là où on devait avoir très ralenti pour voir comment ça se passe. Parce que si vous ralentissez même quelqu'un qui fait un swing sur une balle de golf, vous avez à peine le temps de voir la balle partir. Vous la voyez quasiment pas, tellement ça va vite. Donc là, techniquement, on est obligé d'aller à des vitesses encore plus grandes pour ralentir beaucoup les choses, et puis de ralentir aussi les apparitions des balles en digital pour qu'on voit bien ce qui se passe, quoi. Donc ça, c'est des tournages qui deviennent, dans ces phases-là, très très techniques, où on doit prendre beaucoup de références, faire les choses dans un certain ordre, pour qu'à l'arrivée, évidemment, il y ait cette magie-là, quoi. Car chaque balle de golf projetée dans le film était sans doute vraie au départ, mais toujours fausse à l'arrivée. Comme là, par exemple. Qu'est-ce qu'elles ont, les méthodes? Elles ne sont pas légales. C'était très bien fait. Mais le film inclut également énormément de scènes de bagarre, et il y en a deux styles. Celles tournées en France, notamment en début de film, même si elles ont été tournées à la fin du tournage, dans ces scènes, Jean Reno frappe à tout va. Gérard avait envie de faire vraiment exagérer pour qu'on donne vraiment l'impression que quand il met un coup de poing à un gars, il a une force énorme. Bon, comme c'est un film aussi humoristique, hein, c'est une comédie, donc on pouvait un petit peu exagérer les choses. C'était pas très grave si on était un petit peu au-delà de ce qui est naturel, quoi. Soit à la banque, au début à la fin, soit en boîte de nuit. Et il envoie des coups de poing très exagérés et accentués pour assurer un effet comique. Cela nécessitait des câblages très nombreux, de nombreuses prises et des répétitions, assurées par la même équipe que Taxi 2. Et les scènes d'action et de cascade qui ont lieu au Japon seront assurées par des cascadeurs japonais, aux méthodes très différentes de celles des Français, notamment la scène de la salle d'arcade, réaménagée par l'équipe française pour les besoins du film, et qui sera d'ailleurs conservée telle qu'elle dans cette disposition après la fin du tournage par les propriétaires. Une scène qui pose plusieurs problèmes. Le lieu étant très bruyant, il aura fallu tourner sans le son des machines, et il ne fallait pas les abîmer, gérer la lumière, mais également les figurants japonais, les amis d'Yumi, le personnage joué par l'impeccable Michel Muller. Il y a beaucoup de figurants japonais, et on n'arrivait pas à communiquer parce qu'ils parlent très très mal anglais, et quand ils m'ont vu danser un pecno comme ça, ils ont commencé à sourire, et puis ils s'y sont mis aussi, et tout d'un coup, en faisant le con comme ça, il y a un contact qui s'est passé avec Mr. Key, qui est un des japonais, avec d'autres, et tout d'un coup, il y a vraiment quelque chose de très sympathique où il y avait, dans le jeu et dans la comédie,
un vrai lien entre nous. En tout cas, la scène dans la salle de jeu était complexe. Il y avait beaucoup d'armes à feu à gérer, qui d'habitude sont toujours, heureusement, avec des balles à blanc. Normalement, il est censé ne pas y avoir de danger, mais il y a quand même des protocoles pour qu'on puisse vérifier à chaque fois que c'est bien des armes non chargées, parce qu'elles sont censées quand même faire du bruit. Et heureusement que Jean Reno est consciencieux et professionnel, lui, contrairement au cadre du tournage, parce qu'il a reçu une arme à un moment donné dont il s'est méfié, il a tiré par terre, c'était une vraie balle. Ouf. Attends, Tim. La cascade s'effectue. Là, il y a un petit silence et tout le monde applaudit. Et ça, c'est assez émouvant à chaque fois, parce qu'alors qu'il se relève comme s'il avait fait, comme au cirque en fait. C'est un vrai spectacle vivant. Il y a eu un moment, quelqu'un sur le plateau qui a donné le revolver à Jean. En général, on ne donne jamais une arme chargée. C'est des balles à blanc évidemment, mais on donne jamais, on fait très attention, il y a différentes checklists, on va dire, pour l'armurier qui donne l'arme au comédien. Et là, il a donné l'arme. Jean, par acquis de conscience, a tiré, mais pas sur quelqu'un, pour voir, comme il fait d'habitude, pour voir comment il marchait. Et il était chargé. Et le type, donc tout le monde s'est arrêté, parce que on s'est demandé, heureusement il avait tiré par terre. Et le lendemain, le type était rasé, comme moi. C'est-à-dire que quand ils font une faute, en signe de mea culpa, ils sont rasés. Donc vous vous rendez compte le nombre de fautes que j'ai faites, moi. Mais ce qui reste impressionnant aussi en termes d'action, c'est la pétarade finale dans la banque, où tu as quasiment des mecs qui sont repoussés au fond de la pièce, sous les balles des magnums. Alors attention, 1, 2, 3, go! C'était impressionnant et c'était un beau final. Pour un film qui, encore une fois, ne manquait pas de piment. Ou de piquant. Ou les deux. Franchement, même si, et ça m'a rassuré, dans le post, quand j'ai annoncé le film pour cette semaine, vous êtes 99% à avoir dit que Wasabi était un bon souvenir, ou un film qu'il fallait pas négliger, ou qui était sous-coté, et qui était une bonne production Besson, comme je le pense, vous l'avez compris, autant les 1 ou 2% qui restent, il y a des films où j'ai du mal à comprendre comment on peut ne pas au moins passer un bon moment devant ce film que tu ne vois pas passer. Et surtout, comparé à Tais-toi, quoi? Tu vas dire que Wasabi... Non, pardon. Non, je vais dire, oui, je vais le dire, que Wasabi, je trouve meilleur que Tais-toi, désolé Francis Weber. Toi de ma gueule, tu veux me faire croire que tu t'es mis au tricot aussi? Presque. Je me suis mis au golf et le pire, c'est que j'aime ça. Pour le coup, oui, je trouve que Jean Reno est meilleur. Je trouve qu'il a son regard abattu, toujours ses yeux de cheval, mais face à Carole Bouquet, il est touchant quand il essaie de bien faire parce qu'il se rend compte qu'il va la perdre. Tu m'appelles un taxi? Déjà? Tu as autre chose à me proposer? Bah, c'est-à-dire que je pensais que... Vu qu'on se connaît un peu maintenant, tu aurais... Je le trouve touchant dans son rôle de père sans pouvoir le dire. Papa. La comédie, c'est ça doit être touchant aussi. Expliquez-moi où est le côté touchant dans Tais-toi. Et surtout, son duo avec Yumi, sa fille fictive à l'écran, fonctionne très bien. Mais son duo avec Michel Muller fonctionne également parfaitement. Et même le duo entre Michel Muller et Ryoko fonctionne très bien. Le trio aussi fonctionne. En fait, ça marche dans tous les sens. Et donc, si le scénario est assez bas de gamme et surtout prétexte à tout le reste, les dialogues sont bons, les situations sont bonnes, les personnages sont bons également, l'alchimie est présente entre les comédiens, et le rythme est parfait. Pas de temps mort. Et du coup, le film a l'air très riche, même s'il ne l'était pas, mais une fois que c'est fait, à l'écran, même si on voit des gens regarder, même si quand Michel Muller apparaît dans l'aéroport, qui était en fait une maison de retraite à ce moment-là,
La preuve, c'est qu'il y a des pensionnaires qui sont sortis durant la prise qui a été conservée et qui n'était absolument pas prévue. Si, regardez bien derrière eux. Vous me trouvez comment? Je suis présentable? En tout cas, quand on connaît pas l'envers du décor, on a vraiment l'impression, et ça on peut pas lui retirer, que c'était un film à budget XXL et que c'était phénoménal pour 2001 pour un film français. Alors évidemment, tout est fake, mais le pire c'est que c'est pas fake, c'est que c'est vrai, mais ce qui est fake, c'est la manière de faire. C'est que t'as l'impression qu'ils ont vraiment mis les grands moyens, alors qu'ils ont vraiment volé beaucoup de plans. Après, ça se fait aussi parfois en France, hein. Dans Le Père Noël est une ordure, pour rappel, pour le générique du début sur les Champs-Élysées, ils n'avaient pas le droit de tourner dans les Champs-Élysées, du coup les plans de Gérard Jugnot en Père Noël étaient tout aussi furtifs. Mais c'est qu'une partie du film. Là, c'est le tournage qui a été volé. Mais le rendu, il est là, et il est indiscutable. Ce film méritait bien mieux que 1,2 million de spectateurs, c'est pas un échec, mais compte tenu du budget et que Taxi 2 avait fait 10 millions, je pense pas qu'il y ait un rapport de 1 à 10 entre Taxi 2 et Wasabi. Peut-être que son succès est venu bien après, peut-être que contrairement au Taxi, beaucoup de personnes ont plus de plaisir à encore regarder Wasabi aujourd'hui. D'ailleurs, il est dispo sur YouTube si vous voulez le regarder, en intégralité et en bonne qualité. Je vous le conseille que vous l'ayez vu ou pas. Qui plus est, c'est un film où tout était annoncé. Il aimait jouer au golf au début du film, ça lui servira à la fin. Le fils du préfet qu'il allonge au début du film. Je suis le fils du préfet! Ça m'a échappé. Ça n'est pas que pour le gag et pour l'action. Ça va lui valoir une mise à pied nécessaire pour qu'il aille au Japon durant plusieurs jours. Lors de la première attaque à la banque en France, on voit, avant qu'il rentre, qu'il vérifie ses balles. Et 10! On ne voit pas qu'il les vide, on nous laisse la surprise pour la fin, mais en tout cas, l'effet est annoncé. Du coup, cela fonctionne. J'applaudis également le travail des acteurs, notamment lors des scènes d'adieu, touchantes, alors qu'elles sont pourtant, encore une fois, tournées à l'arrache. Avec encore une fois tous les gens qui regardaient, les autorités qui arrivaient, il fallait tout arrêter, attendre un peu, se faire oublier afin de recommencer parce qu'ils voulaient avoir ce plan final. Tu peux pas finir le film sans qu'ils se disent au revoir. Et comme ils ont pas pris l'aéroport pour eux, ils l'ont pas réservé, bah il y avait les annonces tout le temps, il y a toujours des annonces de vol dans les aéroports. Voilà, vous imaginez la concentration de faire une scène d'adieu, d'avoir la petite ampleur parce qu'elle va pas voir son père pendant 1 mois, et d'avoir l'annonce par-dessus qui coupe tout le son. Ça va être le mois le plus long de ma vie. Quelle angoisse. Mais ça devait être excitant quand même. Enfin, c'est vraiment un tournage à part. Et je suis content de vous en avoir parlé, de vous l'avoir fait découvrir, ou de vous l'avoir rappelé pour ceux qui connaissaient déjà les secrets du film. Après tout, on est là aussi pour entretenir un peu la mémoire. Le fait qu'ils aient choisi une voiture iconique française, la DS, par défaut, car c'était la seule disponible quasiment à Tokyo, mais surtout la bonne idée de nous indiquer que c'était la même que quand ils s'étaient séparés 15 ans plus tôt, tout ça aide à croire le spectateur que ces personnages existent et que leur relation est crédible. T'as toujours la même voiture. Ah oui, elle marche bien. Je cherche pas une équipe qui gagne. Qu'est-ce que tu prépares? Rien, je suis rangé, Momo, fini les commandos. C'est simple, quelque chose de bien écrit. Rien ne doit être inutile, tout doit ressortir et être utile à un moment donné du film. Jean Reno doit accepter d'avoir une fille à la fois anti-flic et anti-père, en tout cas au début, alors qu'il est les deux. Ça amène des situations que l'on veut voir dans une comédie, et c'est pour ça qu'on paye. On n'a pas quelque chose à boire? Saké? Ça ira. Merci, ça va mieux. Et même les quelques scènes de nuit sont magnifiques, je trouve. Ils ont bien profité des lumières de la ville, même si je pensais que, quelque part, ils avaient un petit peu travaillé la lumière, mais pas du tout. Ils se sont mis dans des endroits, ils ont dit « Oh, wow, il y a une belle lumière ici, il faut qu'on tourne ça ». Et ils étaient pressés parce que les lumières à Tokyo s'éteignent très tôt. Donc ils étaient contraints de faire ça aussi en peu de temps, avec la pression de se retrouver dans le noir sans aucun éclairage, parce que comme ils tournent en furtif, ils peuvent pas amener tout ce que j'ai autour de moi pour m'éclairer. Pareil, ils étaient stressés dans la scène du resto, où Jean Reno mange le wasabi, une autre scène jugée culte du film, où ils ont un magnifique arrière-plan à la Times Square, version locale, qui était réel, sauf qu'ils avaient que quelques heures pour avoir ce plan-là, parce qu'après, les lumières s'éteignent. C'était vraiment, de A à Z, un projet à l'arrache. Mais qu'est-ce que ça rend bien. Je me dis même que si jamais ils devaient regarder ces vidéos, que ce soit Gérard Kraxzik, les producteurs, peu importe, bah je me dis que c'est pas grave que pour une fois je peux utiliser leurs images, parce que leurs images, ils les sont volées eux-mêmes. Donc peut-être que pour une fois je serais pas trop emmerdé avec les droits d'auteur ou avec YouTube, sur Wasabi. Oh Hubert! Hubert! Oh Hubert! Oh Hubert! Laisse-moi te regarder, toujours en pleine forme. Hein. Il est à peine arrivé déjà dans la merde. Franchement, quand on connaît les coulisses, on pourrait se scandaliser du manque de professionnalisme de l'équipe dans la forme. Mais en tant que public, tu ne vois que le résultat final. Pour moi, c'était l'apogée de Gérard Kraxzik.
Derrière, il y aura le déclin avec Taxi 3 et Taxi 4, même si, attention, ils ont fait 6 et 4 millions d'entrées, quand même, mais l'Auberge Rouge, ça va flopper et il ne sera plus réalisateur derrière. En tout cas, il aura eu son âge d'or, ses films étaient efficaces, un peu comme les Jean-Marie Poiré, mais quand même, respect Gérard Craxy qui a eu son âge d'or dans les années fin 90, début 2000. Ces films étaient vraiment efficaces, encore une fois, ça me rappelle beaucoup le Jean-Marie Poiré version Les Anges Gardiens. Les Anges Gardiens qui, en plus, avaient aussi, on en a parlé, connu un tournage compliqué quand ils étaient à Hong Kong, parce qu'ils n'avaient pas le droit non plus de tourner dans les rues, et que si, là-bas, c'était encore autre chose, s'ils se faisaient prendre, c'était la mafia locale qui s'occupait d'eux, et qui sont venus les racketter. En tout cas, c'est pour ça qu'on tourne pas souvent, que ce soit à Hong Kong ou à Tokyo, et que même, il n'y a pas beaucoup de films qui se font là-bas, parce que ce n'est pas pratique de tourner là-bas. Mais, on l'a fait, en France, en 2001, avec Wasabi. Ça me fait plaisir que tu aies passé quelques jours chez nous. La prochaine fois, c'est toi qui viens. Si on s'amuse autant, avec plaisir. C'est tout ce que je voulais dire sur Wasabi, le film de Gérard Craxy, produit par Luc Besson. Qu'est-ce que vous pensez de Wasabi? Est-ce que vous l'aimez pas par principe parce que c'est une production Besson? Est-ce que vous lui reconnaissez quand même des qualités au-dessus de la plupart des productions de Besson de l'époque? Moi, je trouve que c'est le cas. Est-ce que vous aimez encore regarder le film de nos jours? Est-ce que vous trouvez qu'il a bien vieilli, pas vieilli? Exprimez-vous, lâchez-vous dans les commentaires, n'hésitez pas à donner votre avis sur la vidéo, sur le film, sur vos meilleures répliques du film, et si vous savez pas quoi dire, vous pouvez dire ça par exemple. Bon, en tout cas, Suzanne, je voulais te dire, Suzanne, que tous les ans, c'est de meilleur en meilleur. Ah oui, ceinture bleue, Suzanne, ceinture bleue. Mais ça ira très bien. On se retrouve dans quelques jours pour un nouveau sujet, une nouvelle vidéo, et d'ici là, comme je le dis à chaque fois, prenez soin de vous. Ciao. Tiens. Qu'est-ce que c'est? C'est du wasabi. T'avais l'air d'aimer ça, j'ai pensé. Le matin sur les tartines au petit déjeuner. C'est gentil, mon merci.